Donc, merci beaucoup Jean-Jacques pour cette belle contribution à propos du Fossoir. Et je vais me concentrer et vous commenter donc l'histoire de l'arrivée des plaques photogravées du Fossoir au musée de la Résistance. Alors, plusieurs manifestations du cercle Louis-Paul Beaune ont été inaugurées au musée, à l'exemple de la journée du 4 mai 2014 intitulée « Parcours de mémoire et de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale ». Donc voici quelques photos en guise de rappel ou d'information pour ceux qui n'y étaient pas, parce qu'il y a déjà un certain temps. Après les présentations prononcées au musée, un autocar nous a emmenés vers les différents lieux de mémoire, et notamment au numéro 8 de la rue Traversière, à Saint-Josse, à l'auberge de jeunesse Vincent Van Gogh. L'occupant avait installé dans cet immeuble la Geheimfeldpolizei, sa police militaire, chargée de traquer les résistants et les réseaux d'espionnage. Une plaque mémorielle conçue par le cercle Louis-Paul Beaune et l'échevine des affaires culturelles flamandes de Saint-Josse, Béatrice Meulemans, qui était donc échevine des affaires culturelles flamandes, avait été présentée à cette occasion. Avant une descente des caves, voilà la plaque telle qu'elle est posée aujourd'hui. Elle a été posée une année après la rencontre que je viens de vous montrer. Et donc ensuite, nous avons visité les caves de cette Geheimfeldpolizei. Et il faut donc remarquer que lors d'une transformation, d'une rénovation de l'immeuble, une des portes a été conservée et offerte au musée de la Résistance, et donc vous pourrez à nouveau la voir sur place. Elle a donc fait l'objet d'ailleurs de cet appel photographique sur le dépliant donc, qui annonçait cet événement. C'est lors donc de la préparation de cette journée, en présence de Rick Van Molcott, que nous saluons également ici ce soir, puisqu'il a tout organisé, ou à peu près, et aussi en présence de deux membres du cercle, d'une journaliste du journal Bruxelles des Awake, et de Jean-Jacques Boucher, qui venait de nous rejoindre, que fut abordé entre autres sujets, celui du Fossoir. Mais une question donc s'en est suivie, qui étaient devenues les plaques photogravées ayant servi à l'imprimer. Alors cette question avait une importance particulière, comme Jean-Jacques vient de vous le dire, sachant que l'atelier du photograveur Pierre Lowers se trouvait à l'arrière de l'immeuble occupé aujourd'hui par le musée de la Résistance. De plus, il faut savoir aussi, donc ça vient d'être dit également, que les dirigeants du Front de l'Indépendance, donc un organe central de la Résistance à l'époque, s'y réunissaient également, même si c'est plus largement après la guerre, donc, et depuis jusqu'à présent qu'ils s'y réunissent. Car c'est eux qui ont eu l'idée du Fossoir. Par une de ces conjonctions extraordinaires qui tissent les plus belles histoires, Jacques Misguich, de Marseille, où il réside, avait pris rendez-vous avec Dirk Martin, historien au CG Soma, Centre Guerre et Société Contemporaine, afin de lui remettre, le 4 octobre 2013, soit 6 mois avant cette fameuse réunion dont nous parlions, pour nous expliquer qu'il avait reçu donc une série de documents hérités de son père. Jacques Misguich était docteur en philosophie et aussi docteur en sciences, il l'est toujours, de l'ULB. Il a été titularisé, il a reçu ses titres en 1963 et 1968. Et ensuite, il a soutenu mon frère, toujours à l'ULB, jusqu'à ce qu'il défende sa propre thèse de doctorat en sciences physiques en 1990, mon frère Boris. Tous deux sont devenus amis et collègues et n'ont cessé de développer ensemble, durant les 30 années qui s'ensuivirent, de multiples travaux de recherche en physique des plasmas, contribuant de la sorte à la mise au point du prototype de réacteur à fusion nucléaire, le tokamak ITER, à présent en cours de construction à Cadarache, non loin d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Tout ceci pour vous dire que c'est par l'entremise de mon frère que Jacques Misguich, par ailleurs président de l'association Jean Zé en Provence, un grand résistant, pédagogie, mémoire et histoire, a souhaité me rencontrer à la Fondation Auschwitz pour nous informer du contenu du dossier qu'il comptait déposer aux archives du CGS.
Il souhaitait également revoir son ami d'enfance, Henri Kischka, que vous avez certainement connu en tant que témoin d'Auschwitz. Il nous a hélas quitté il y a peu, le 25 avril 2020. Le fonds déposé par Jacques Misgish et sa sœur, Lydie Aderman-Misgish, au CGS, concernait essentiellement la mise sous séquestre des 2 librairies de leur père, qui se trouvaient au 36 et 110 avenue Louise. Mais pas seulement. Ils souhaitaient également leur proposer les plaques photogravées du Fossoir, qu'ils n'avaient toutefois pas amenées avec eux, étant lourdes et encombrantes. C'est ainsi que revinrent à la surface les plaques mythiques du Fossoir. Elles avaient en effet bel et bien disparu de la circulation, et j'avais donc, après avoir rapporté ce que je viens de vous raconter aux personnes présentes à la réunion évoquée, à recontacter illico Jacques Misgish pour lui transmettre l'intérêt du musée de la Résistance pour ces plaques. Celle-ci devait cependant, depuis, avoir trouvé place au CGS. Mais, nouvelle incroyable surprise, elle n'avait pas été acceptée, ne conservant pas d'objet, comme en atteste le courriel reçu de Jacques Misgish que je vais vous lire. Bonjour Daniel, chers amis, j'apprends donc que le Front de l'Indépendance se réunit encore à Bruxelles et qu'il serait intéressé par la plaque du Fossoir, rééditée par mon père. En fait, je ne sais pas où est la plaque originale. Ce que j'ai remis au CGS, ce sont seulement des copies sur papier du Fossoir. Copies datant de 1944, ainsi que divers documents à ce sujet. Les plaques que je possède ici en France, 2 plaques pour le journal recto verso, sont une copie, sans doute pas l'original, datant de 1944, qui a servi à mon père à éditer, au nom des éditions Libération 44, un an après, pour le premier anniversaire, soit le 9 novembre 1944, une édition du Souvenir en fac-similé, vendue 10 francs, éditée au profit du Comité national Solidarité. Le CGS, ne conservant pas d'objet, je suis toujours dans les lettres, n'a pu accepter ces plaques. Ma sœur, Madame Aderman-Misgish, et moi pouvons les offrir au musée de la Résistance s'il le désire. Ces plaques sont grandes et très lourdes, et elles sont en Provence. Un transport en voiture serait l'idéal, mais je ne monte pas en Belgique avant longtemps. L'histoire du Fossoir, que vous connaissez bien, surtout à présent, est racontée dans la coupure de presse ci-jointe. Il y a un an paraissait le Fossoir. Je possède quelques traces des échanges entre mon père et Fernand de Magny, secrétaire général du Front de l'Indépendance. Je peux vous en envoyer copie ou les demander au CGS. Je suis heureux que ma famille ait conservé ces plaques depuis 70 ans et qu'elles trouvent enfin leur juste place. Faites-moi signe pour la suite et les papiers à remplir si nécessaire, bien cordialement à tous. Jacques Misgish. Le CGS avait donc uniquement pris possession des documents constitués de 22 pièces rassemblées sous la dénomination de Fonds Édouard Misgish Ricci, remis sur une clé USB. C'est ainsi que les 2 plaques photogravées parvinrent dans le cadre du don Jacques Misgish Lydie Aderman-Misgish au musée de la Résistance. Elles se sont ainsi retrouvées aux côtés d'autres pièces particulièrement chargées d'histoire conservées au musée, telles la porte de la cave de la Geheimfeldpolizei dont il fut question au début de cet exposé, dûment nettoyée, restaurée et mise en valeur par Jean-Jacques. Placées dans une vitrine spécialement conçue pour elle, les 2 plaques ont ainsi retrouvé, rue Van Lint, les locaux du Front de l'Indépendance et l'espace de l'atelier où elles furent conçues par Pierre Lauwers. Déplacées à la présent, bon voilà. Donc, comment les plaques du Fossoir se sont-elles retrouvées entre les mains d'Édouard Misgish? Voilà la question qu'on pourra se poser ensuite, le père de Jacques et de Lydie. Alors, celui-ci représentait à Bruxelles les éditeurs français en Belgique dans une de ces 2 librairies bruxelloises, la BGE, l'agence belge des grandes éditions, située au 110 avenue Louise, ouverte en 1924. Il y éditait et distribuait des ouvrages antifascistes et antinazis sous l'œil approbateur de ses amis, dont faisait partie Fernand de Magny, secrétaire général du Front de l'Indépendance, on l'a dit. À la Libération, Édouard Misgish et Fernand de Magny, l'un des principaux instigateurs et rédacteurs donc du Fossoir, qui avait conservé les plaques, eurent l'idée de le réimprimer sous la forme d'un fac-similé qui serait édité au profit du Comité national Solidarité, c'est-à-dire le service social du Front de l'Indépendance, par les éditions Libération 44.
Cette réédition fut distribuée le 9 novembre 1944 pour le premier anniversaire de l'édition pastiche du Soir volé et pour fêter la libération de Bruxelles qui avait eu lieu le 3 septembre 1944. Jacques Misguiche ne pensait pas être en possession des plaques originales, mais ce sont pourtant bien celles-ci qui ont également servi à l'impression du fac-similé. Ce sont les mêmes, ce sont les originales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jacques Misguiche nous a raconté que son père avait craint, en cas d'invasion, et à juste titre, d'être arrêté par l'envahisseur parce que sa librairie avait diffusé des ouvrages franchement anti-hitlériens, dont Guerre 39, publié par l'Union latine d'édition. C'est ainsi que sa famille, nous expliqua-t-il, décida de quitter précipitamment la Belgique le 11 mai 1940, au lendemain donc de l'invasion allemande, et de descendre vers le sud de la France comme des millions d'autres exilés. Jacques Misguiche est d'ailleurs né à Marseille à l'issue de cet exode. Les affaires de son père furent saisies par l'occupant en 1940 et confiées à un fasciste italien que nous appellerons ici Avanti. Celui-ci se fit élire PDG de la société par les autres associés, avec publication au journal officiel, Le Moniteur, qui est paru le 22 mai 1941. Il conserva les deux librairies jusqu'à sa fuite à Berlin en 1944. Et c'est dans celle du 110 avenue Louise que l'on a retrouvé, à la Libération, des maquettes d'avions allemands et 2 albums de photos, le plus souvent pris en famille, mais aussi dans des camps de jeunesse hitlérienne, à des banquets ou à des réunions politiques accrochés au mur. On y a même trouvé un carton de remerciement du Führer lui-même, qui dit ceci, en bonne traduction. En souvenir reconnaissant des belles heures que j'ai pu vivre dans ma maison grâce à votre participation artistique, je voudrais vous demander d'accepter le paquet 6 juin comme petit cadeau de Noël cette année. Il provient de programmes mis à ma disposition depuis l'étranger ou depuis les territoires occupés. Avec mes plus chaleureuses félicitations pour Noël et le Nouvel An, votre, c'est signé Hitler. Bon, évidemment, on est en droit de se demander ce qu'était ce cadeau. Mystère et boule de gomme. Un compte-rendu de cette histoire a été rédigé par Édouard Misguiche dans le cadre d'un discours destiné à ses employés, prononcé 15 ans plus tard, en 1960. Il y relate la mise sous séquestre de sa librairie en 1940, comme faisant suite à une intervention directe de la Gestapo dès avant l'invasion du 10 mai 40. Il débute son discours en évoquant la collection Guerre 39 qu'il a diffusée en Belgique, entre la date d'entrée en guerre de la France en septembre 1939 et la date de l'invasion allemande en mai 1940. Il y explique que de nombreux juifs allemands, persécutés par Hitler dès 1933, avaient fui vers d'autres cieux, et notamment vers la Belgique. Il rapporte qu'un client très distingué fréquentait son autre librairie appelée Biblis, celle qui était située au 36 avenue Louise. Cet homme s'appelait, comme il l'écrit, Amaker. C'était, je le cite, un anti-nazi acharné que je reçus plusieurs fois, soit au 36, soit au 110 avenue Louise. Il était devenu un familier de mes librairies, charmant causeur, bibliophile, épris d'histoire et fanatique de belles éditions illustrées. Il s'intéressait aussi à la collection Guerre 39, la trouvant fortement illustrative de l'esprit du moment, c'est-à-dire anti-hitlérien. Cet homme, au surplus, était fort doux, et je le revois caressant la tête de ma fille, qui avait alors 3 ans. Il aimait, poursuit-il, beaucoup les enfants. Il m'expliquait qu'il avait dû quitter l'Allemagne, qu'il habitait au Mayfair, avenue Louise, et que sa position d'anti-nazi lui rendait mon action sympathique. Le 10 mai 40, nous l'avons dit, Édouard Misguiche, parti en France, comme tant d'autres, durant ce qu'on appela l'exode, mettre à l'abri sa femme, sa fille, Jacques, qui allait naître. Tandis qu'il se trouvait en France, le très sympathique client revint à la librairie principale, à l'agence des grandes éditions, pour s'enquérir j'ouvre les guillemets, du sieur Misguiche, avec l'autorité que lui conférait son titre enfin révélé de chef de la Gestapo. Fermez les guillemets. En fait, ce client ne s'appelait pas Amaker, mais Hasselbacher. Et peu après l'invasion allemande, en juin 1940, on le retrouva en tant que chef de la Gestapo en Belgique, dont il installa le siège au 453 avenue Louise.
Son règne, cependant, fut bref, car il décéda en septembre dans un accident de voiture en France. Il fut remplacé par Constantin Canaris. Ainsi, le futur chef de la Gestapo se trouvait en Belgique bien avant l'invasion. Ce n'était pas un hasard, mais certainement pour préparer le terrain. La librairie principale, celle des éditions, fut ensuite mise sous séquestre. Le fils de l'un des employés fut emprisonné et un gestionnaire fut nommé. Il s'agissait du fasciste italien que nous avons évoqué, dont on peut voir des photos dans l'album de famille retrouvées après leur fuite lors de la libération. La famille Avanti, lui, sa femme et leur fils s'étaient en outre installés aux étages supérieurs du même immeuble, au 110 avenue Louise. À voir leurs photos, cartes postales et documents retrouvés après la guerre, ils évoluaient dans des cercles manifestement proches de Mussolini et d'Hitler. Le sieur Avanti s'arrangea ensuite pour devenir propriétaire de l'agence des grandes éditions. Comment? En liquidant la maison et en recréant une nouvelle portant exactement le même nom. Comme ça, personne n'y a rien vu et les affaires ont pu continuer tranquillement. Peu avant la libération, la famille Avanti partit pour Berlin et Édouard Misgish, à son retour, retrouva le coffre-fort qui se trouvait dans la librairie. Il a trouvé dans ce coffre-fort 3 revolvers chargés et des cartes de membres de la Gestapo au nom des Avanti, ainsi qu'une pile de 140 billets de 1000 francs qui tombaient à point nommé, mais qui, échangés à la banque suite à la mesure de change que venait d'édicter le ministre des Finances, Camille Gutt, pour épurer l'argent noir qui, nom de l'économie, ne valait plus rien. Donc c'est pour ça qu'il était toujours dans le coffre-fort, évidemment. C'est donc alors dans sa librairie qu'Édouard Misgish eut l'idée, avec Fernand de Magny, au nom du Front de l'Indépendance, de rééditer en fac-similé le Faux Soir, doté d'un bandeau spécifiant qu'il s'agissait d'un tirage au profit de l'association Solidarité. Et c'est ainsi qu'Édouard Misgish resta en possession des 2 plaques photogravées, celle-là même offerte par ses enfants, Jacques Misgish et Lydie Aderman Misgish, au musée de la Résistance, il y a déjà près de 8 ans, en 2014. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.